Salut, je m'appelle Fred Savard. J'anime et produis un balado qui porte mon nom et je suis très heureux d'offrir cette entrevue à la chaîne À Gauche. C'est quoi être de gauche pour toi? Écoute, c'est clair que pour moi, il y a cette idée de réflexion sur le collectif, le vivre ensemble, avoir envie d'y participer, distribution de la richesse. Ça, j'ai l'impression que c'est ce qui m'anime le plus dans cette idée d'être à gauche en 2023 et qui, moi, me rejoint et m'indigne. C'est toutes les questions qui concernent la redistribution de la richesse, qui, je crois, est centrale et qui, après ça, pourrait aider beaucoup, beaucoup à travailler sur d'autres problèmes collectifs. Si on commençait par une meilleure redistribution de la richesse, c'est la façon que je vois la gauche aujourd'hui en 2023. Faut-il dépasser le capitalisme? Moi, je pense qu'il va falloir le dépasser, sauf qu'en attendant, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans ce système-là, mais c'est clair que on va arriver au bout. Je pense qu'on y arrive. Je sais pas combien d'années ça va prendre, mais moi, je pense que le système capitaliste craque de partout. Mais c'est difficile d'imaginer ce qu'on pourrait faire au-delà du capitalisme. Les seuls exemples qu'on a eus, c'est les régimes communistes au 20e siècle, qui ont tous mal tourné. Et je pense que ça a laissé une stigmate, malheureusement, bien que le système capitaliste aussi a ses aberrations, a sa violence, mais on dirait que parce qu'on baigne dedans, un peu comme une grenouille qui est dans un chaudron d'eau chaude, mais que l'eau n'est pas encore assez chaude. J'espère qu'on va être capable d'en sortir, mais c'est clair que c'est difficile d'imaginer la sortie de ce système économique, mais pour moi, on n'aura pas le choix, collectivement, de penser à une autre façon de vivre économiquement, mais à plein de niveaux aussi. La gauche a-t-elle une chance au Québec? Écoute, c'est une bonne question qui m'interpelle beaucoup parce que, oui, tu as raison, tu sais, mon podcast a à peu près entre 7 et 8 000 abonnés. Là. Ça dépend des épisodes. Tu sais, bon. Fait que oui, je rejoins des gens, mais c'est pas des dizaines et des dizaines de milliers. Je vois bien l'écosystème médiatique actuel au Québec rendre la tâche très difficile aussi d'imaginer un autre monde. Il y a beaucoup de débats qui se font sur comment la gauche peut revenir au pouvoir. A-t-elle déjà été au pouvoir au Québec? Ça aussi, c'est une autre question. Je trouve ça difficile présentement de voir comment on pourrait convaincre plus de gens dans le système actuel politique parlementaire qui est le nôtre au Québec, qui a ses avantages, qui a ses désavantages. Je pense que les avantages sont encore trop grands pour permettre à la population d'essayer d'envisager autre chose, malheureusement. Peut-être que nous, on le voit, ce qui cloche, mais en même temps, mais ça fonctionne aussi. Dans des limites qui agacent des gens. Il y a Catherine Dorion qui a publié son livre, qui remet en question beaucoup de choses. Ça a beaucoup occupé les médias. Est-ce qu'on va être capable d'aller au-delà de ça? Je ne sais pas. Moi, je suis un peu mitigé par rapport à ça, le système parlementaire. Je sais qu'il y en a qui voudraient le mettre, en fait, aller ailleurs, mais à partir de où on peut aller ailleurs dans un système comme ça? Je pense que les gens, malheureusement, on n'est pas encore assez inconfortables dans ce système-là économique et politique parce que les deux sont liés. Ce qui fait que c'est difficile pour des réformistes, des gens plus à gauche, de convaincre les gens. Et là, il y a tout un travail médiatique aussi qui fait en sorte que toute idée un peu à gauche est décrite comme un peu idéologique, extrême. On met beaucoup dos à dos l'extrême droite, l'extrême gauche aujourd'hui, puis pourtant, il n'y a pas d'équivalence ni en pouvoir, ni en présence médiatique. Mais quand on fait ça, on tue le débat aussi parce que, en fait, on fait deux choses. C'est qu'on s'empêche de, je pense, réfléchir correctement aux enjeux qu'il faut changer et on donne la parole aussi dans un esprit de dialogue à des gens qui ont des idées qui sont délétères et qui sont pas du tout dans le sens collectif, du bien-être collectif, du bien commun où on devrait aller. Pour moi, c'est difficile de voir comment la gauche va être capable de reprendre un peu une aire d'aller pour aller au-delà des chiffres qu'on voit, c'est-à-dire 13, 14, 15 d'appui.
Avec le système parlementaire aussi, ben, ça fait en sorte que Québec solidaire, qui est le seul parti qui porte vraiment la gauche, bien qu'il y a des gens à gauche dans d'autres partis, moi j'en suis convaincu. Je, je pense que pour avoir déjà discuté avec toi dans une autre version, tu n'étais pas sûr, mais j'ai quand même l'impression, pour en croiser des gens, en tout cas, qui se disent à gauche au Parti québécois, par exemple, qui militent depuis longtemps peut-être, qui n'aiment pas tellement la tournure que prend le parti présentement parce qu'il s'éloigne de la gauche. Euh, mais le système parlementaire fait en sorte que c'est difficile d'avoir une pluralité de voix. C'est pour ça que la réforme du mode de scrutin aurait dû avoir lieu, parce qu'on aurait été capable de voir émerger des déclinaisons de la gauche. De la droite aussi, cela dit, il faut l'accepter, là, avec peut-être des partis un peu plus radicaux. Je pense pas qu'on a une tradition radicale qui ferait en sorte qu'une proportionnelle verrait apparaître des partis genre néo-nazis ou des partis... bon, en même temps, c'est le prix à payer pour avoir aussi un système proportionnel. Je pense qu'il n'y a pas de système parfait, mais reste que c'est difficile pour la gauche présentement. Puis j'ai pas de solution à vous offrir dans mes réponses, mais je trouve des fois que la gauche est très dure envers elle-même. Je joue un peu la game des médias, c'est-à-dire aussitôt qu'on s'écarte de ce qu'on a promis dans un parti politique de gauche, aussitôt qu'il y a des tensions dans un groupe de gauche, un parti, là, on va dire, regardez comment c'est dysfonctionnel, alors que quand c'est des partis plus à droite, ben, on dit que ce sont des gens qui sont habiles avec les stratégies politiques, puis on dit que c'est des gens qui savent comment prendre le pouvoir. Puis je trouve que des fois, à gauche, entre nous, on joue cette game-là, puis je suis pas sûr qu'on s'aide. Mais en même temps, je comprends, on veut s'améliorer, on veut un monde meilleur, en fait. Tu sais, on est animé par ça. Mais je trouve ça difficile présentement d'envisager comment la gauche pourrait sortir un peu je dirais pas de la marge, parce que avoir une dizaine de députés au Parlement, c'est quand même pas la marge, là, mais comment reprendre le pouvoir, ça j'avoue que j'étais un peu à court d'idées pour voir comment on pourrait court-circuiter l'écosystème médiatique actuel qui rend difficile de penser à un autre monde. Le Parti québécois a-t-il fait un virage à droite? Oui, clairement, le PQ a fait un virage identitaire. Le nationalisme proposé par la CAQ, par le PQ, bon, vous voyez, lapsus. C'est un virage identitaire. Comme je disais tantôt, il y a encore des gens qui s'ennuient de l'incarnation du Parti québécois d'une certaine époque. C'est drôle parce que ces gens-là ont vieilli, sont encore au Parti québécois, puis je pense qu'eux aussi ont participé à la redéfinition du nationalisme identitaire, qui a été aussi mis de l'avant par la CAQ à des fins très électoralistes, parce qu'il n'est pas incarné du tout à la CAQ. Il l'est dans certaines prises de position et dans certaines décisions pour un peu titiller l'insécurité collective de beaucoup de Québécois francophones. Le PQ joue dans ces eaux-là aussi parce qu'il y a des affinités entre les deux partis. Évidemment, il y a beaucoup d'anciens péquistes qui sont à la CAQ qui, j'imagine, plairaient le pouvoir. Des gens assez haut placés dans la CAQ aussi qui entourent le premier ministre, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est des anciens péquistes qui risquent de revenir au PQ sans aucun problème éthique quand le PQ sera peut-être à la porte du pouvoir. Ils vont jouer sur les mêmes boutons parce que malheureusement, ça fonctionne. Parce que, encore une fois, en 2023, le Québec, en fait, les Québécois sont encore fragiles, je pense, sur leur propre identité. Puis, appuyer sur ces leviers-là, ça fonctionne malheureusement. Il y a aussi une crise économique. Fait qu'évidemment, en crise économique, c'est très, très rare que collectivement, on décide d'essayer des nouvelles choses, alors que ça serait le temps. Malheureusement, on se replie en fait sur notre identité, on se replie économiquement aussi. Bon, mais c'est clairement le virage que le Parti québécois fait. Et malheureusement, les sondages, pour l'instant, leur donnent raison. Mais les sondages étant ce qu'ils sont aussi, sont pas neutres. Fait que ça finit par se nourrir. C'est un serpent qui se mord la queue. Est-ce que ça va durer jusqu'aux prochaines élections? Je ne sais pas. Mais malheureusement, l'insécurité identitaire, c'est visiblement quelque chose qui politiquement fonctionne encore au Québec.
Puis je ne sais pas comment on va faire pour dépasser ça. Ce qui amène un discours anti-immigration qui est vraiment néfaste. Et c'est pas une tradition au PQ quand même. Je pense pas. Là, je pense vraiment que, bon, Francine Pelletier, qui est venue à la balado l'an dernier, qui a fait un documentaire, qui a écrit un livre, elle met vraiment le référendum de 95 comme l'espèce de moment de rupture. Je pense elle a raison. Cela dit, les ferments de tout ça étaient déjà là. Mais cette définition citoyenne du Québec, moi, elle m'appelait beaucoup avant. Elle m'appelle encore, mais elle est dure. C'est dur de la trouver au PQ. Et puis là. On est vraiment dans un. On fait vraiment. Est-ce que c'est animé par l'extrême droite qui pousse partout en Europe? Je pense que oui. Je pense que c'est moins réfléchi que ça l'est dans des partis comme le Front National, mais on le sait qu'il y a des liens entre certains militants. Je pense que ça va continuer à grandir, malheureusement. Je pense que c'est quelque chose qu'on va importer de beaucoup de pays européens. En Italie, c'est la même chose. Bon, en Hongrie, tout ça. Je suis pas sûr que ça va avoir le même ancrage dans la population, mais il y a des choses dans ces idées d'extrême droite qui vont venir toucher des cordes sensibles au Québec. On remarque un rapprochement entre Mathieu Bock-Côté et le Parti québécois. Cela dit, je peux te confirmer que ce que tu dis est vrai, mais que ce que tu dis aussi, il y a des gens au Parti québécois qui ont des malaises avec ça. Cela dit, tu ne peux pas contrôler tous tes militants dans un parti, mais c'est ça. Là, après ça, c'est l'espèce de réel politique. Il y a des gens, je pense, qui se bouchent le nez au PQ parce qu'ils veulent revenir au pouvoir, puis qui visiblement voient que ça ne nuit pas au Parti québécois, ce qui se passe présentement. Mais tu as raison, Mathieu Bock-Côté, on devine qu'il est le conseiller principal de Paul Saint-Pierre Plamondon. Sauf que moi, je connais beaucoup de gens au PQ qui ne sont pas d'extrême droite et qui sont vraiment rébarbatifs à ces idées-là. Comment ils vont faire pour faire en sorte que ce n'est pas ces idées-là qui vont être mises de l'avant pour les prochaines années? Ça, c'est une excellente question. Je ne milite pas au Parti québécois, je ne l'ai jamais fait, mais ça va être vraiment quelque chose qui va être intéressant à suivre. Après ça, je suis aussi fasciné que toi de voir comment les médias d'ici tentent de parler de Mathieu Bock-Côté comme un intellectuel crédible, un sociologue, alors qu'en France, c'est même plus, il n'y a même plus d'ambiguïté. Ici, on le décrit. En fait, ici, ce que je remarque, c'est que son succès en France, on dirait, empêche la sphère médiatique d'analyser ce qu'il est vraiment. C'est vrai, moi, je l'ai déjà fréquenté dans des activités mondaines à une certaine époque, Mathieu Bock-Côté. J'ai même déjà eu un projet de télé avec lui. Et à l'époque, ça me semblait quelqu'un de allergique aux politiques correctes, à droite quand même, mais pas moins extrême qu'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un de drôle dans le privé. C'est quelqu'un qui a même de l'autodérision, ce qui est assez incroyable quand tu y penses. Mais là, je ne sais pas si c'est son succès en France qui lui a monté à la tête, mais il est assez intelligent aussi pour, au Québec, avoir peut-être une façade un peu plus modérée. Parce que je pense qu'il est conscient que ce discours-là fonctionne pas si bien que ça au Québec, et à gauche et à droite. Mais reste que on sent vraiment son impact idéologique dans ce qui est en train de devenir le Parti québécois. À quoi joue Radio-Canada et son rapport avec le discours de droite? À Radio-Canada, il y a une peur très, très profonde de passer pour des gauchistes. Ça, je te le dis parce que j'ai travaillé 10 ans à Radio-Canada et j'ai toujours été étonné comment la direction. Parce qu'évidemment, beaucoup d'employés, beaucoup de gens qu'on entend à la radio sont à gauche. C'est des progressistes. Après ça, chez les cadres, ça, c'est plus divisé. Puis c'est correct aussi. Je pense pas qu'il faut démoniser tout ce qui est à droite. Et il faut. Bon. Sauf que les patrons à Radio-Canada ont très, très peur d'être qualifiés de gauchistes. Alors, ils vont toujours accepter de donner la parole à peu près n'importe qui à droite. Et ça leur donne l'idée qu'ils offrent un espace de dialogue sans trop réfléchir. Je pense même pas que les patrons à Radio-Canada
ont l'armature intellectuelle pour réfléchir exactement à ce que ça veut dire être de gauche, être de droite. Ils ont juste peur de l'image que ça projette de donner la parole seulement à des gens de gauche. C'est pour ça que et Mathieu Bock-Côté est assez intelligent pour moduler son discours quand il est à Radio-Canada. Éric Duhem fait la même chose. Quand il est à Radio-Canada, moi, pour l'avoir, il a déjà été invité à des émissions où je participais, puis il vous voit tout le monde, puis il est modéré, puis bon. Puis après ça, aussitôt qu'il est parti, ben, il casse du sucre sur le dos de Radio-Canada. Et eux, ils ne voient pas vraiment ça. Fait que moi, je pense que malheureusement, peut-être ça veut dire aussi que c'est difficile de trouver des intellectuels de droite qui sont pas un peu caricaturaux au Québec. Et j'ai l'impression que c'est un manque de tradition peut-être de cette pensée-là qui fait en ça. Alors qu'en France, j'ai l'impression que, peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'on est capable de trouver des gens qui vont être modérés. T'as pas l'air sûr, mais j'ai l'impression en tout cas que le bassin est plus grand qu'ici. Aussitôt qu'on veut quelqu'un à droite, on a trois noms. Puis ça finit par faire en sorte qu'ils sont un peu partout. Et je pense que ça ne rend pas service. En fait, en même temps, ça ne rend pas service à la droite. En même temps, oui et non. C'est-à-dire que quand même, à caracole au pouvoir et dans les sondages. Ouais, voilà. Fait que, mais je pense que ça ne va pas plus loin, malheureusement. Mais il va falloir éventuellement. Je pense que beaucoup de gens dans les médias ont peur de s'attaquer à ce que représente Mathieu Bock-Côté. Parce que visiblement, il emmène large aussi dans les médias québécois et on ne veut pas s'aliéner ni lui ni Québécois parce que tous ces gens-là finissent par être dans le même bain médiatique et ils ne veulent pas se nuire parce qu'après ça, ben, il y a une crise médiatique, alors on se met tous ensemble pour dire que ça va mal. Fait qu'il y a une espèce de phénomène de classe, en fait, de classe. Pourquoi les médias se radicalisent-ils à droite? Tu sais, je veux dire, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Tu sais, je suis pas journaliste, mais je connais beaucoup de gens. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont présentement dans les médias, écrits, à la télé. Je pourrais pas dire que ces gens-là sont des gens qui sont sympathiques aux idées d'extrême droite. Jamais que je pourrais dire ça. Parce que je l'ai pas vu. Mais c'est clairement des gens qui ont compris quoi faire pour maintenir leur position privilégiée à la tête des groupes médiatiques. Tu sais, être un chroniqueur vedette, ça amène un très bon salaire, ça amène un pouvoir, ça amène cette idée qu'on peut influer sur la société. Mais tu sais, je pourrais pas te nommer de vedettes médiatiques qui sont très à droite dans leur vie de tous les jours. Sauf qu'ils ont compris quoi faire pour être où ils sont. Et malheureusement, leurs patrons, eux, par contre, sont beaucoup plus à droite que leurs chroniqueurs vedettes. Je ne suis pas sûr qu'ils sont d'extrême droite non plus, mais c'est clair que le système économique ne doit pas changer. Alors, on ne le remet jamais en question. Et non seulement on ne le remet jamais en question, on démonise ceux qui voudraient le remettre en question en les qualifiant d'idéologiques, d'extrême gauche, de militants. Mais et je pense qu'ils influent sur la société, mais s'en nourrissent aussi parce que ce sont des entreprises qui veulent faire des profits, donc qui doivent s'adresser à leur clientèle. Et la clientèle qui réussit à faire vivre les grands groupes médiatiques, c'est une clientèle de propriétaires, c'est une clientèle qui gagne bien sa vie, c'est une clientèle qui profite très, très bien du système actuel, qui a fait beaucoup d'argent avec l'immobilier récemment, qui ne veut pas que les règles changent. Alors, quand on va parler d'immobilier dans les médias, oui, il va y avoir quelques articles sur des propriétaires qui exagèrent, mais on ne va jamais remettre en question la spéculation, le libre marché dans l'immobilier. Et là, on a une crise des médias, puis on a de la difficulté à l'expliquer dans les médias. On a une crise, je veux dire, on a une crise une crise du logement. Oui, on la nomme, mais on ne parle jamais d'Airbnb. C'est toujours exclu de l'équation, alors que moi, j'aimerais ça qu'on la chiffre, l'impact de la location à court terme. Moi, j'ai déjà lu des chiffres de 15 000, au moins 15 000 logements à Montréal qui sont sur Airbnb, mais ça fait plusieurs années. On doit être rendu à 20 000. C'est supposé d'être illégal. Il y en a partout. Et il y a seulement Pivot qui s'y est intéressé en faisant un journaliste d'enquête. Fait que oui, il va y avoir des articles sur des locataires qui ont perdu à la veille de Noël leur logement à cause d'une grosse compagnie. Mais après ça, tu vas avoir une chronique d'un éditorialiste ou d'un chroniqueur vedette qui va dire oui, il y a une crise du logement, mais il faut faire attention. Il y a des bons propriétaires, puis ils ne sont pas tous là pour mettre dehors les locataires. Fait que tu sais, est-ce que ces médias-là sont
sont très à droite, je suis pas certain, ils sont surtout conservateurs économiquement, et ça fait en sorte que eux aussi, ils ont peur de ne pas avoir l'air d'être dans le dialogue. Alors, on va ouvrir la porte à des chroniqueurs encore plus à droite. On va faire des fausses équivalences au nom du dialogue. Et ça fait que des idées qui, à une certaine époque, seraient carrément infréquentables, d'extrême droite, vont devenir des sujets qui vont être débattus dans les médias, dans l'écosystème médiatique. C'est comme ça que je le vois. Fait que j'ai de la misère à croire que des propriétaires sont sont d'allégeance d'extrême droite. Mais si jamais, financièrement, c'est intéressant d'aller là, ils vont y aller. Pas par idéologie, simplement pour continuer à faire de l'argent. C'est une relation complexe entre ce que les médias impactent dans la population et ce que la population voudrait que les médias soient. C'est une espèce de dialogue constant, mais qui va rarement à gauche, visiblement. Qu'en est-il de l'analyse de classe dans nos débats? Écoute, moi je remarque, pour inviter souvent des universitaires, des essayistes à ma balado, je remarque un retour de l'analyse marxiste dans le débat public par ces gens-là, mais en même temps, médiatiquement, ces termes-là, on a l'impression que c'est encore d'une autre époque. C'est les années 60. Tu sais, les marxistes aujourd'hui, là, c'est des profs de cégep à la retraite, barbus, bedonnants. On a cette conception-là. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est pas présent plus que ça dans la conversation, cette analyse de classe que tu déplores, en fait. Mais t'as raison. Mais bonne chance de porter ce discours-là quand t'as une grosse tribune. Parce que tu vas passer pour quelqu'un qui est nostalgique des années 60. Malheureusement. En France, Jean-Luc Mélenchon prône un retour au populisme de gauche. Penses-tu qu'on puisse voir ça au Québec? C'est ce qu'on a reproché, c'est ce qu'on reproche à Catherine Dorion, d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on lui reproche, puis en même temps, j'ai l'impression que c'est... Je pense qu'elle a déjà dit que ça prend ça. J'ai souvenir de l'avoir entendu dire, il va falloir qu'on fasse ça aussi pour mieux parler aux gens. C'est pas inintéressant comme idée, mais encore une fois, on va le reprocher à la gauche. Si la gauche décide de faire ça, c'est ce qu'on reproche à Catherine Dorion, d'ailleurs. C'est d'être populiste, un peu comme Trump, comme Poilievre. Mais c'est ça que ça fait le problème, c'est quand ces idées-là percolent à droite, très à droite, elles finissent par teinter toute la conversation sociale et malheureusement, je pense qu'on baisse collectivement le niveau beaucoup trop. Et là, c'est peut-être la job des universitaires aussi, des intellectuels, de ramener cette grille d'analyse-là et de la rendre accessible et actuelle pour tout le monde, parce que j'ai encore l'impression que c'est une chasse gardée un peu vieillotte. En tout cas, la perception qu'on a du marxisme au Québec, en tout cas, c'est une chasse... C'est des idées un peu vieillottes, bien que il y a un renouveau. Moi, je le vois dans les essais que je lis, alors que cette pensée-là avait été abandonnée dans les années 80, je crois. Là, elle revient. Là, elle revient. Peut-être qu'elle va revenir dans l'actualité dans les prochaines années, mais je trouve qu'au Québec, elle est encore teintée d'une espèce de nostalgie des années 60. Il manque quoi à la gauche pour parler aux classes populaires qui ont l'air d'accepter que ces dirigeants soient principalement des bourgeois? Mais tu as mis le doigt sur la grande difficulté pour la gauche de redevenir un mouvement social fédérateur. Tu sais, on parle souvent que la gauche a abandonné la classe ouvrière. Bon, oui. Puis en même temps, je trouve que c'est aussi un peu prendre de haut la classe ouvrière, qui a elle-même probablement aussi abandonné. Elle a autant abandonné la gauche que la gauche a abandonné la classe ouvrière, et elle a cru le discours de la droite de penser qu'en te retroussant les manches puis en mettant de l'effort, tu vas devenir riche. Moi, ça m'étonne. Oui, il y en a des exemples. Oui, mais c'est une minorité. On sait très bien que les gens qui ont une fortune sont partis souvent avec une longueur d'avance, étant héritiers ou venant d'une famille qui avait déjà de l'argent. C'est facile d'avoir des projets quand tu as quelqu'un derrière toi qui te finance parce qu'il est de ta famille ou que tu hérites de millions. Bon, oui, il y a des beaux exemples, c'est pas ça, mais la plupart du temps, c'est ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2023, il y a encore des gens qui en arrachent, qui pensent que des gens comme Pierre Poilievre vont les aider
et qui vont et que en libéralisant le marché, là, ça va donner une chance égale à tout le monde, puis tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu, alors qu'on sait très bien que ça va être l'inverse. Ça a été mesuré, ça a été utilisé. Et moi, c'est ça qui fait en sorte que comment on fait pour casser cette idée-là, je ne sais pas. Malheureusement, il y a une partie de moi qui pense qu'il va falloir une catastrophe économique, une crise majeure style 1929 pour faire réaliser aux gens que non, vous ne changerez pas de classe sociale et que non, on ne part pas tous égaux grâce à la main visible du marché. La main visible du marché, c'est souvent un majeur de plus en plus visible et c'est toujours la même minorité qui possède et qui vous convainc que vous allez rejoindre ce club-là alors que ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est dur en tabarouette de casser cette idée-là. Et je pense que la gauche devrait. Elle le fait déjà, elle y réfléchit, mais ça c'est vraiment une priorité qu'on devrait essayer de travailler. Comment on fait? Puis tu as raison, les médias l'ont dit, là. Ça a été dit dans les médias que la ministre de l'Immobilier, ben, c'est vraiment ça, elle a fait des flips avant, mais après ça, ça s'arrête là. Et on n'est pas capable de faire en sorte que cette personne-là soit plus capable d'être ministre. Ça devrait être ça. Là, évidemment, la réforme de la loi 31, finalement, elle a été ajournée. Mais c'est clair que c'est une réforme en pleine crise du logement qui allait avantager les propriétaires. Mais les propriétaires sont nombreux au Québec et ils ont l'impression, parce qu'il y a un discours médiatique qui leur dit que hey, les locataires, là, ça peut vraiment être difficile, puis ils vont saccager vos logements. Il y en a des exemples qui pop, mais c'est pas ça la réalité. La grande réalité, c'est qu'il y a eu un abus des propriétaires parce qu'ils sont embarqués dans le jeu de la spéculation pour faire de l'argent rapidement, parce que la situation économique a des avantages tout le monde, sauf qu'il y en a qui partent vraiment en avant des autres, mais on a tous peur de perdre nos acquis. Alors, on pose des gestes qui sont à l'encontre du bien commun pour son profit personnel. Oui, il y en a qui sont greedy, mais il y en a qui sont simplement inquiets et qui adhèrent à des idées très à droite économiquement, entre autres, par peur de perdre leurs propres acquis. Fait que ce système-là déstabilise tout le monde, sauf la petite minorité qui est en haut de la colline. Parlons du système scolaire et éducatif du Québec. Parlons du système scolaire au Québec, qui est extrêmement inégalitaire, mais c'est à peu près impossible d'en débattre. Par exemple, du financement des écoles privées versus les écoles publiques, alors qu'on sait que les écoles privées sont financées à 65-70 mais c'est un outil pour la classe moyenne qui leur permet de penser que s'ils envoient leurs enfants privés, ça va les extraire de la classe moyenne pour leur faire permettre de passer au prochain palier. On le sait collectivement, on le sait. Moi, je le sais. Je pense le savoir que collectivement, on perd beaucoup à avoir un réseau comme on a à 3 vitesses. Mais c'est dur. Comment faire pour convaincre les gens qui envoient leurs enfants privés? Et là, on est en pleine grève du secteur public. C'est la pire vitrine pour inciter les gens à envoyer leurs enfants au public. Parce qu'on se dit, regardez comment ça va mal, les profs sont en grève. Et les gens qui se disent ça sont solidaires, je pense, de beaucoup d'idées des gens en grève, mais ça ne va pas faire qu'ils vont envoyer leurs enfants au public. Ils vont tout faire pour l'envoyer au privé. Puis au Québec, ça ne coûte pas si cher parce que le privé, dans le fond, est financé par tout le monde. Fait que c'est une fausse école privée en plus, mais elle donne l'illusion, et parfois elle donne plus que l'illusion. Elle permet effectivement à des gens d'accéder à des meilleurs salaires, parce qu'après ça, ils vont aller à l'université, puis parce qu'on le sait que les gens qui passent par le privé vont beaucoup plus à l'université que les enfants qui passent au public, sauf qu'on le sait que collectivement, c'est une mauvaise chose, puis que c'est inégalitaire, mais c'est extrêmement difficile juste d'en discuter. Bonne chance à un parti politique qui va vouloir remettre en question le financement des écoles privées. Même avec les meilleurs arguments, médiatiquement, ça passera jamais. Pourquoi as-tu quitté Radio-Canada? Ben oui, mais en même temps, tu sais, je suis pas le seul. J'ai pas... Je veux dire, avant tout, j'ai été dans des projets, dans des groupes, que ce soit les apartistes, que ce soit... bon, la soirée est encore jeune, c'était pas tout à fait un groupe aussi avec une cohésion comme les apartistes, que j'ai fini par quitter pour toutes sortes de raisons. Des fois, qu'il y a des raisons rarement très idéologiques, souvent des conflits de personnalité parce que les groupes, ben, ça use.
sais, que ce soit en musique, que ce soit en humour, les groupes, ça ne dure jamais très, très longtemps, à moins que la configuration du groupe change. Tu sais, j'ai lu beaucoup de biographies de groupes musicaux, entre autres, puis je trouve qu'il y a des parallèles avec l'humour. En création, en fait, ça devient difficile parce qu'on change au cours des années, puis il y a des sous-groupes qui se forment. Puis souvent, les groupes qui durent, c'est qu'il y a des sous-groupes qui se sont formés, puis il y a des gens qui ont accepté de se fermer la gueule, en fait, continuer à fonctionner, alors que d'autres ont pris les devants. Quand il y a des millions en jeu, puis tu réussis à faire tellement d'argent que ça ne te dérange plus, je pense que tu abandonnes. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je n'étais pas dans des groupes assez payants pour me dire hey, je vais fermer ma gueule, je vais continuer. Ou quand je suis plus bien dans une organisation, je la quitte. Idéalement, de la bonne façon, en discutant, puis sans jamais claquer la porte. Mais tu sais, est-ce que j'ai quitté les grands médias? Oui, pour l'instant, parce que j'ai un projet qui est un peu dans la marge, mais en même temps, pas tant, parce qu'il est quand même écouté, le podcast. Bon. Et je réussis à en vivre, modestement, mais je réussis à en vivre en faisant aucun compromis. Puis ça, c'est une richesse. Parce que dans certaines conditions médiatiques, la télé, entre autres, tu sais, oui, c'est le fun de la télé parce que tu rejoins des gens, mais en même temps, faire de la télé au jour le jour, c'est pas super le fun. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'aimais faire tant que ça. J'étais pas l'animateur aussi, je pense que ça a eu un impact. Quand c'est toi qui anime, ben, t'as moins de compromis à faire. En étant chroniqueur, ben, tu suis un peu la patente, puis bon, ça devient alimentaire aussi. Tu sais, j'ai gagné ma vie. Le dernier contrat, tu sais, c'est cette année-là à Télé-Québec. Je trouvais que le média était vraiment ringard. Mais pas ringard, mais je trouvais qu'on était une télé publique, mais qui jouait comme dans l'état du privé avec beaucoup de la variété. Le problème, c'est la variété. La variété est partout dans les médias au Québec parce qu'on a peur d'être trop pointu, on a peur que les gens ne nous suivent pas. Puis en créant le podcast, je me suis rendu compte que je pouvais faire vraiment ce que je voulais. Être des fois un peu niché, un peu pointu et avoir une gang qui me suit. Plusieurs milliers d'auditeurs. Fait qu'il y a ça aussi qui joue. Tu sais, je ne l'ai pas vu comme je m'en vais parce que je ne suis plus à l'aise dans ce monde-là. C'est juste que ce monde-là des grands médias, ben, des gars comme moi, ça les intéresse pas tellement parce qu'ils n'en ont pas besoin, en fait, pour fonctionner. Ils ont besoin de gens qui poseront pas trop de questions. Puis quand tu suis le courant, tu peux vraiment très bien gagner ta vie. Tu peux pas avoir des convictions. Tu peux les taire, puis ça va te profiter financièrement. Moi, je suis pas fait comme ça. Puis j'ai bien vu à un moment donné que ben, pour faire de la télé, il fallait vraiment faire des choses assez dans la variété. Puis moi, ça me tente pas. Je peux pas faire semblant que c'est le fun. Mais il y en a plein dans ce milieu-là qui sont capables de faire semblant que c'est cool ce qu'ils font, alors qu'ils savent très bien que ça ne l'est pas. Mais ils font beaucoup d'argent. Moi, j'en fais moins. Mais moi, j'ai un projet que je fais de chez moi. Comme je l'entends, je fais pas de compromis. Puis moi, pour moi, c'est une richesse énorme pour l'instant. Puis si jamais un jour, je serais plus capable d'en vivre, ben, je vais faire autre chose qui ne sera pas dans l'univers médiatique. Puis je vais essayer de faire quelque chose qui est utile à la société, en tout cas dans ma conception de ce qui est l'utilité. Ça va être dans le communautaire, je ne sais pas, mais je me considère pas comme quelqu'un qui ne travaillera plus jamais dans les grands médias, mais je suis conscient que ben, plus je fais ce que je fais présentement, moins ça va me ramener dans les grands médias. Mais je sais que des gens de ce milieu-là m'écoutent. Puis, je suis encore invité de temps en temps sur des plateaux. C'est de la variété, mais il y a aussi humainement, c'est des gens que j'aime, puis j'accepte encore d'y aller, parce que ça aussi, il y a le facteur humain, il faut quand même le dire. Puis, les cachets sont intéressants. Fait que, mais tu sais, je ferais pas plus que ça pour retourner dans ce milieu-là. Au pire, je vais faire autre chose. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.